Salut! Bienvenue sur Horror King. Abonne-toi à la chaîne, claque le pouce si ça te plaît, dis-moi en commentaire d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Merci pour le soutien. On commence. Histoire 1. Je n'avais pas mesuré à quel point déménager dans un pays complètement étranger allait me dévaster. Ma famille est arrivée au Canada dans les années 1990. J'avais 10 ans et je balbutiais l'anglais. Mes parents m'avaient dit qu'il y aurait plein d'enfants d'Amérique latine à Montréal. Mais on nous avait installés dans un quartier où la plupart étaient des Québécois blancs. Et je ne connaissais au départ que des formules toutes simples. Je m'appelais, j'avais 10 ans, je venais de mon pays. Je savais que j'allais apprendre vite, j'avais toujours été un bon élève là-bas. Mais à mon âge, mon accent allait rester, j'en étais sûr. J'étais plus bronzé que mes camarades, et on me lançait des regards bizarres. Malgré ce que montrent tant de films, la plupart des pays d'Amérique latine sont divers, des blonds aux yeux bleus aux peaux les plus sombres. J'avais déjà côtoyé 1000 visages. Je n'avais jamais fait d'histoire de ces différences. Ici, c'était autre chose. Mes nouveaux camarades avaient grandi sans presque aucune rencontre avec l'étranger. J'ai dû apprendre lentement quelles règles tacites régissaient ici la manière de regarder un autre. Au début, on m'a observé, certains avec curiosité, d'autres avec un sourire poli. Les profs étaient gentils souvent, et ils m'ont aidé comme ils pouvaient, même si je ne comprenais pas grand-chose au début. Des filles m'ont montré des gestes, des mots. On a ri, et elles m'ont appris beaucoup. Ces filles sont devenues mes meilleures amies pour le reste de ma scolarité. Mais plus je parlais anglais, avec mon accent, plus j'ai senti que tout le monde n'avait pas envie d'être ami. En grandissant, j'ai commencé à comprendre. J'ai conjecturé que ces enfants avaient été influencés à la maison. Je m'en suis rendu compte plus tard. J'avais vu juste. Lors des premiers jours, la curiosité brillait dans leurs yeux. Rétrospectivement, ce souvenir de comment cette curiosité s'est muée en haine me serre encore la gorge. Les enfants ne naissent pas racistes, on leur apprend. Et certains adultes ne mesurent pas les dégâts qu'ils causent. Je me suis fait moquer pour la première fois en classe. Quelqu'un a répété mot pour mot ce que j'avais dit au professeur en exagérant mon accent, en tirant des sons comme on tendrait une corde, et les autres ont ri. Le prof les a grondés, mais ça n'a pas suffi. À la récré, la moquerie a recommencé. Ma mère m'a dit de ne pas y prêter attention, qu'ils étaient jaloux parce que je parlais déjà 2 langues et qu'eux n'en connaissaient qu'une. Ces mots m'ont rassuré. La fois suivante où ça s'est produit, j'ai essayé son raisonnement comme riposte. J'ai dit à la fille que c'était elle qui était jalouse. Elle m'a répondu, avec un sourire qui a froidement coupé l'air. « Qui veut parler espagnol ?» Puis elle a ajouté quelque chose que je n'ai compris qu'après. Une insulte. C'est pour les pauvres. Ses amis se sont esclaffés et j'ai senti les larmes monter. La prof l'a envoyée chez le directeur. Ça n'a pas calmé son jeu. Elle m'a harcelé à chaque occasion. Sa mère est venue. Elle s'est emportée à cracher des mots contre l'étranger qui gênait sa fille. On l'a changée de classe pour nous éloigner, mais ses complices continuaient les attaques quand on sortait. Au début, ça s'arrêtait là. La répétition lasse un peu tout le monde. Mais Sophie, je l'appellerai Sophie, ne s'est pas arrêtée. Elle avait des sbires, des filles sans nom propre, juste des ombres qui suivaient ses rictus. Le pire a éclaté un jour à la récré. On jouait, on était dehors. Il y avait un tunnel de plastique. Ce n'était pas un toboggan. Il était droit, étroit, et j'adorais me faufiler dedans. J'ai suivi mon amie Annie qui venait de ressortir.
J'étais sur le point de sortir à mon tour, quand Sophie s'est plantée devant la sortie, comme une barrière. Elle m'a demandé où j'allais, et elle a glissé un mot que je n'avais jamais entendu. Un mot qui sonnait comme de la glace. Je n'ai pas su son sens sur le moment, mais j'ai compris le mépris. Je suis revenu en arrière, et j'ai vu ses complices à l'autre extrémité. Sans prévenir, elles ont commencé à me lancer des cailloux dans ce tunnel. Les pierres ont claqué sur le plastique, comme des doigts qui frappent mes côtes. J'ai recroquevillé mes bras. J'ai senti la poussière piquer ma gorge. Ma bouche a eu un goût métallique, chaud, et mon cœur a tambouriné comme un tambour sourd. Ils hurlaient « Retourne dans ton pays !» encore et encore. Leurs voix se sont empilées, deviennent un chœur guttural qui résonnait dans la cavité du tunnel, comme si l'air avait épaissi. J'ai crié, j'ai supplié, j'ai senti ma voix se briser, elle s'est déchirée en éclats. Tout paraissait suspendu, étouffant. Pourtant, moins d'une minute s'est écoulée avant que plusieurs profs ne surgissent, ne séparent les filles et ne me tirent hors du couloir. J'avais quelques griffures, mais c'est surtout l'intérieur, cette vibration sous la poitrine, qui était ébranlée. Mes mains tremblaient encore longtemps, comme si le plastique m'avait imprimé la peur. Ils ont appelé ma mère. Elle n'a pas maîtrisé l'anglais, mais elle a fait un bruit énorme, a hurlé sa colère et sa honte. La mère de Sophie est venue et a encore fait une scène, mais les adultes ont repris les choses en main. Annie et d'autres ont raconté ce qu'elles avaient entendu que Sophie et ses filles disaient. La couronne d'humiliation a craqué, le directeur a dû intervenir. Pour moi, ce moment a été un nœud qui a serré quelque chose dans ma poitrine. Ça peut paraître anodin, mais cet épisode, assorti des moqueries répétées, m'a creusé une blessure profonde. Cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai supplié ma mère de partir, de retourner dans notre pays. J'avais des amis fidèles, mais j'étais terrifié à l'idée de vivre ça toute ma vie. Mes parents avaient tant sacrifié pour venir ici, pour offrir une vie meilleure. Partir n'était pas possible. Ma mère m'a expliqué ça entre deux sanglots. J'ai compris. Je me suis résolu à être plus fort, mais une part de moi était cassée. À l'école, j'ai évité Sophie et ses filles autant que j'ai pu. Je n'ai plus mis un pied dans ce tunnel. J'ai bossé comme jamais pour gommer mon accent. On entendait encore que l'anglais n'était pas ma langue maternelle, mais c'était moins marqué. Quand je ne me démarquais plus autant, Sophie m'a laissé tranquille en apparence. Elle est devenue, au fil du temps, l'une des personnes les plus détestables que j'ai rencontrées. Au secondaire, il y avait plus de diversité, et elle s'est acharnée sur tout ce qui n'était pas comme elle. Elle a méprisé quiconque était un peu différent, pas seulement à cause de la couleur de peau, et elle a inventé des épithètes acides. Elle me haïssait toujours, sans doute parce que j'avais grandi en étant prise pour jolie, populaire avec les garçons, appréciée des profs. J'avais autour de moi un groupe solide d'amis et une colonne vertébrale qui se renforçait. Je pensais être sorti de ce tunnel pour de bon. Pourtant, je me suis rendu compte plus tard que Sophie m'avait fait payer plus cher qu'un simple moment de peur. Pendant des années, j'ai coupé un pan de moi. Je me suis éloigné de ma culture. Je ne mangeais que ce que mangeaient les autres enfants. J'ai évité de parler espagnol hors de la maison. À chaque nouvelle rencontre, je disais que j'étais né ici. Je cachais mes racines, comme on cache une cicatrice. Sophie m'avait injecté la honte. Elle m'avait appris à craindre ce qui me reliait à ma famille, à mon origine, à mon être profond. Mais j'ai fini par comprendre ce qu'elle avait fait. J'ai remis les pièces ensemble. Quand j'ai pu économiser suffisamment de dollars,
Je les ai emmenés, mes parents et moi, visiter notre pays d'origine. On s'est serré, on s'est redistribué des visages de la famille, des odeurs de cuisine que je n'avais pas senties depuis longtemps. La coriandre, la farine grillée, le café noir qui fumait comme s'il respirait. J'ai rapporté des vêtements, des souvenirs, des photos que j'ai accrochées chez nous. J'ai recommencé à parler à voix haute ma langue devant d'autres, sans honte. J'ai célébré qui j'étais, tout autant que je célébrais d'être citoyenne canadienne. La peur que Sophie a plantée en moi a mis du temps à faner, mais elle n'a pas pris racine pour toujours. Elle a essayé de m'arracher mon histoire. Elle a échoué. Je n'ai pas effacé ces jours d'humiliation. Ils résonnent encore, parfois la nuit, comme des pas dans un tunnel vide. Mais je n'ai plus laissé personne me faire renier d'où je venais. Ni Sophie, ni celles qui ont marché dans son ombre ne me déposséderont de mon nom, de ma langue, ni de l'odeur du café de mes grands-parents. Écoute, si tu as déjà senti cette honte te pousser à te taire, souviens-toi que les voix qui te rabotent viennent souvent d'une peur apprise, pas d'une vérité. Et si jamais tu retombes dans un tunnel, littéralement ou métaphoriquement, n'oublie pas que les profs peuvent intervenir, que des amis peuvent crier, que les pierres finissent bientôt par cesser de tomber. Mais surtout, un jour, tu pourras ouvrir la porte de la maison où tu es né et sentir à nouveau l'air qui t'a fait. Ne laisse personne t'enfermer. Je me suis dit que ne rien faire contre l'intimidation, c'était presque pire que l'acte lui-même. Je me suis souvenu que je n'avais rien fait pour ce garçon. Je l'avais même oublié pendant des années. Je me suis trouvé des excuses, bien sûr, mais ça m'a rongé. Et maintenant, je veux savoir combien je dois me blâmer. L'intimidation chez nous, c'était devenu normal. Quand la victime se défend, c'est elle qui se fait engueuler. Mais André n'a pas riposté. Pas une seule fois. Imagine la scène de film qu'on voit 1000 fois. Un petit nouveau maigrichon, traîné par les grands. J'étais en dernière année alors. C'est un cliché parce que ça arrive, encore et encore, dans les vestiaires, dans les corridors, en classe. À notre école secondaire de Laval, André s'est fait harceler sans répit. On l'avait frappé chaque fois qu'il ne déguerpissait pas assez vite devant les cadors. Et personne n'a levé le petit doigt, même quand il est venu le lendemain avec des ecchymoses et des yeux au beurre noir. On a ri. Oui, on a rigolé. Je crois qu'il n'y a eu qu'une prof qui a essayé d'intervenir. Mais je n'en suis pas sûr. Je l'ai peut-être vu se faire sermonner par un des entraîneurs un jour, mais il pouvait tout aussi bien débattre d'autre chose. Le fait, c'est que rien n'en est sorti, et tout le monde a regardé ailleurs. Je pense même que les parents d'André s'en fichaient. Ma mère aurait fait un scandale si on m'avait fait ça à moi. Rétrospectivement, je n'aurais pas pu lui en vouloir s'il avait craqué et fait quelque chose d'irréparable. Il ne l'a pas fait. Et le pire a eu lieu après le dernier rassemblement pour l'équipe de hockey, pendant notre année de terminale. Je ne sais même pas pourquoi André était allé à ce rassemblement. C'était littéralement une fête pour célébrer ses pires bourreaux, des gars que j'ai honte de dire que je considérais comme mes amis. Peut-être qu'il n'avait rien d'autre. Peut-être que chez lui, ça n'allait pas. Peut-être qu'il n'avait nulle part où aller. Alors il est resté le plus longtemps possible. Le rassemblement est passé. Quand la foule s'est dispersée, la plupart des élèves de dernière année sont retournés à l'école pour une grosse fête secrète. On n'était pas dans un village perdu à l'extérieur de Montréal, mais fêter ailleurs avec de l'alcool et d'autres choses aurait été compliqué. L'école, c'était notre seule option. On a trop bu. Moi,
Je me suis arrêté avant d'être complètement saoul. J'étais plus préoccupé par une fille. Pendant une pause entre deux baisers, l'un des gars, Charles, m'a tiré vers le reste de l'équipe. On parlait du canular de fin d'année. Ça devait être colossal. Les anciens étaient les connus pour des coups amusants et malins qui ne les faisaient jamais virer. Là, on proposait des trucs qui pouvaient nous envoyer en tôle. Je leur ai dit d'arrêter d'être imbéciles. On ne pouvait pas compromettre le dernier match de la saison ou notre diplôme. Voler la dernière épreuve de tout le lycée? Hors de question. Démolir la voiture du principal ou la pousser dans la rivière des Prairies? Non. J'ai dû répéter que le but, c'était de s'amuser, d'être malin, pas de se faire expulser. Ils ont ri, puis ils ont reconnu que j'avais raison. J'ai proposé d'autres idées. Des conneries, rien de sérieux. C'est à ce moment que notre ami Gauthier est arrivé. On parlait de courir torse nu avec la mascotte dans le stationnement, un lundi au hasard. Gauthier, c'était le plus gros tyran de l'équipe et de toute la promotion. Il était énorme, les parents avaient du fric, du pouvoir. En gros, il était intouchable. On a tous supposé qu'il avait filé avec une fille pour... Tu sais. Mais il est revenu, entraînant André avec lui. Il a dit des trucs comme « Regarde ce que j'ai trouvé ». Et tout le monde a hué, moi y compris. J'ai senti que ça allait mal tourner. Pourtant, j'ai ri, un rire idiot, comme une hyène. Gauthier a annoncé qu'il avait une idée pour le canular et que ça allait être centré sur André. J'ai senti mon rire se briser. J'ai essayé de dire que s'en prendre à André ne pouvait pas être notre canular. Mais avec Gauthier là, les autres ont cessé d'écouter. Richard, le gars déguisé en mascotte, un athlète léger, a déniché le costume quelque part. Il a dit « On va l'habiller avec ça ». Gauthier a adoré l'idée. On a tous acclamé. On a forcé ce gamin dans un costume de lion trop grand. Gauthier l'a fait ramper à quatre pattes, le faire rugir. On a regardé. Puis on a commencé à lui lancer des bières. Enfin, au costume surtout. Mais c'était humiliant. Gauthier hurlait, grogne, et on imitait. Après un moment, j'ai remarqué que les filles s'étaient lassées. La plupart sont parties sans nous. Peut-être qu'elles en avaient ni marre de l'odeur d'alcool. Peut-être qu'elles ont senti que ça tournait au vinaigre. Sans filles, une fête, ça ne veut plus rien dire. Alors j'ai dit qu'il était sûrement temps de partir. C'est là qu'ils ont vu que les filles étaient parties. Charles a dit à Gauthier que tout le monde partait. Gauthier a répondu que non, qu'il fallait finir notre canular. Je lui ai demandé ce qu'il comptait encore faire. Il avait joué avec le gamin toute la soirée. Il a dit de le suivre et il a traîné André, toujours dans ce costume, jusqu'aux douches du vestiaire. Je suis allé avec Charles, Richard et 2 autres gars. Tout le monde n'a pas assisté à la suite. Gauthier a attrapé une corde, je ne sais même pas d'où. Il a ligoté André à une des colonnes de douche. Là, les tuyaux se dressaient en colonne, au milieu de la salle. Facile d'attacher quelqu'un. Puis Gauthier a ouvert l'eau. Richard a râlé. Il ne voulait pas que le costume soit fichu. Il ne voulait pas être accusé. J'ai senti un frisson me remonter l'échine. Gauthier n'a pas écouté. Il a arrosé le gamin jusqu'à ce que le costume soit trempé. André, lui, est resté immobile. Pas une tusse. J'ai encore des frissons en y repensant. À ce moment, il ne semblait pas seulement ligoté. Il était vaincu, comme résigné à son sort. Ce gosse avait disparu de l'intérieur. Richard a fini par dire quelque chose du genre « C'est bon, j'en ai ma claque. Si on me demande, je dirai que c'est toi, Gauthier. » Gauthier a lancé une insulte et a continué. Charles a supplié d'arrêter, de le détacher. Gauthier était en transe, en frénésie. Honnêtement, il n'y avait plus d'arrêt possible.
Il a fermé l'eau et j'ai pensé que c'était fini. Et puis il a ouvert sa braguette. Je me suis fendu d'un « Qu'est-ce que tu fous ?» trop tard. Il a commencé à pisser sur le gamin. Il riait et il nous a incités à participer. J'ai regardé Charles. On s'est secoué la tête, abasourdi par la maladie de la scène. J'ai fui. Je suis parti sans savoir ce qui s'est passé après. Tout ce que je savais, c'était que je ne voulais plus regarder. Je suis rentré chez moi, épuisé. Dans mon lit, j'ai senti un soulagement grotesque. La graduation approchait et je pourrais m'éloigner de tout ça. Le rassemblement s'était tenu un vendredi. Quand je suis revenu à l'école, un lundi, il y avait de l'agitation. J'ai pensé direct que c'était à cause d'André. J'ai même espéré voir la Sûreté du Québec débarquer, qu'on nous interroge tous. Mais c'était juste des élèves agglutinés à l'extérieur des douches. J'ai vu des profs masculins porter André. Il avait été attaché depuis vendredi. Personne ne l'avait remarqué. On l'avait conduit à l'hôpital de la Cité de la Santé et des services sociaux, J'ai tremblé. J'ai imaginé ma vie réduite en cendres en 1 seconde. Mais il ne s'est rien passé. La journée a continué, trop normale. Je ne l'ai plus revu. Nous, les gars, on s'est mis d'accord pour ne jamais en parler. Ça s'expliquait sur le moment. On s'est aussi éloigné de Gauthier. Ce n'était pas un accord, c'était du bon sens. Mais quelque chose nous échappait. Gauthier savait utiliser son poids. Après notre dernier cours d'éducation physique, il a ri. Il nous a donné des tapes dans le dos, nous a assuré que tout allait bien. Il a dit que son père réglerait ça. Richard lui a demandé ce qu'il entendait par là. Gauthier a répondu que son père avait appelé l'école, sur sa demande, pour que tout se règle en interne, sans impliquer la Sûreté du Québec. S'il n'agissait pas ainsi, son père avait laissé entendre des menaces abstraites. Les profs seraient cloués au pilori, pas nous. À ce moment-là, je n'ai pas aimé qu'il inclue « nous ». On n'avait pas fait grand-chose, mais j'ai compris que nous étions complices. Et je me suis senti soulagé de ne pas avoir ma part d'attention sur la liste des accusés. Ça me rendait presque indifférent. J'étais honteux. Je me suis empilé pour partir après la remise des diplômes. Je n'ai plus mis les pieds à des fêtes. Je suis parti pour le cégep à Montréal et j'ai essayé d'oublier André et Gauthier. J'ai fini mes études et je suis revenu m'installer à Laval pour lancer une affaire. C'est là que j'ai entendu des bribes sur le sort d'André. Il avait passé tout le week-end attaché dans les douches parce que ses parents étaient partis en voyage d'affaires à Québec. Et oui, comme je le pensais, il ne s'était pas vraiment soucié de lui. Il est retourné à l'école après s'être remis en silence de cet enfer. Les années qui ont suivi, sans Gauthier, avaient l'air d'aller mieux. Mais moi, après cette nuit, je ne me serais jamais senti mieux. Il avait vu un thérapeute. On lui avait prescrit des antidépresseurs. J'ai pensé que lui demander pardon ne suffirait pas, mais peut-être que ça l'aiderait. Et puis, l'autre jour, j'ai vu Richard. Il m'a dit qu'André s'était donné la mort 1 an après l'obtention de son diplôme. Richard ne savait pas tous les détails, mais on savait tous une chose. Gauthier n'était jamais parti. Il travaillait pour son père, sans même un diplôme de cégep. Richard pensait que Gauthier n'avait jamais cessé de harceler André, même après l'école. Mais il n'était pas sûr. Aucun d'entre nous n'est resté ami avec Gauthier. Est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on a compris que c'était mal? Je ne crois pas que la culpabilité pèse sur eux, pas comme elle me pèse. Je ne veux pas faire de cette histoire une affaire centrée sur moi. Mais il y a des nuits où je n'arrive pas à dormir. Je me repasse la scène. Aurais-je pu empêcher le canular d'aller si loin? Combien de cette responsabilité pèse directement sur moi? Quand je ferme les yeux, j'entends encore des choses.
les rires étouffés, le bruit de l'eau qui tombe, d'abord doux, puis percussion froide sur le costume, l'odeur du tissu mouillé, le métal froid des tuyaux sous mes doigts, l'odeur d'urine qui m'a collé au nez comme une honte, le bruit sec de la corde qui grince quand on la serre, le silence d'André, plus énorme que n'importe quel cri, un silence comme un trou dans la nuit. Mon cœur, ce soir-là, a martelé ma poitrine comme si quelqu'un frappait une batterie. J'ai senti mes mains devenir moites. J'ai senti que j'aurais pu le sauver. J'ai senti que je l'ai laissé. Des fois, je me demande si j'entendrai un jour encore autre chose que ces sons, si je pourrais encore parler sans que ma voix tremble. Je me suis dit que raconter tout ça pourrait alléger la masse au fond de ma poitrine. Mais la masse est toujours là. Et chaque fois que je passe devant les douches de l'école, le carrelage me renvoie un reflet. Et je vois un petit garçon ligoté, les yeux vides. Et c'est comme si la pièce retenait son souffle depuis ce vendredi. Je me suis promis de ne plus regarder ailleurs. Mais le plus terrible, c'est que regarder ailleurs était si facile ce soir-là. Et personne n'a empêché le pire. Je ne sais pas combien je dois me blâmer. Mais je sais que je me réveille parfois, au milieu de la nuit, que je sens encore l'odeur de la corde humide, et que la question me vrille. Si j'avais parlé plus fort, si j'avais appelé quelqu'un, si j'avais affronté Gauthier, est-ce que ce gamin serait encore là? Est-ce que ce monde serait un peu moins barbare? Je ne sais pas. Je sais juste que je fais avec cette image qui me hante, comme un morceau de verre planté sous la peau. Et toi, si tu as un ami qui se fait maltraiter, laisse-moi te dire une chose, chuchoter comme dans un bar plongé dans le noir. Ne détourne pas le regard. Fais quelque chose, parce que ne rien faire, c'est participer. Et parfois, participer, ça coûte une vie. Je ne me rappelle pas d'un seul instant pendant mes années d'école, dans la banlieue de Montréal, où je n'ai pas été harcelé. Ça s'est arrêté au cégep, mais à ce moment-là, tout était déjà foutu. Est-ce que j'en suis sortie plus forte? Peut-être. Mais j'aurais donné toute ma force pour vivre juste une scolarité normale. Juste ça. J'habitais un quartier banal à Laval, assez peuplé pour que personne ne connaisse tout le monde. Moi, j'ai eu la poisse. Mes principaux bourreaux, 3 filles, ont été ma constellation noire pendant toute mon enfance. Elles étaient cruelles. 3 noms qui claquent encore quand je ferme les yeux. Jannick, Émilie et Gabrielle. Elles n'ont commencé officiellement à me pourrir la vie qu'en 3e année à l'école primaire Saint-Joseph. Mais moi, j'avais déjà goûté au mépris. Avant, c'était surtout des garçons qui faisaient les peureux, des trucs physiques, puérils. Mais avec elles, tout était différent. C'était vicieux, c'était précis. Le premier jour où elles s'en sont prises bues à moi, j'étais en récréation et je dessinais, comme toujours. Elles ont arraché un de mes dessins, l'ont jeté à la poubelle, puis elles m'ont arrosé de jus d'orange par-dessus. L'odeur sucrée et acide du jus m'a collé à la peau. J'ai sangloté. J'ai pleuré comme un bébé. À cet âge-là, il ne fallait pas grand-chose pour me faire tomber en morceaux. Elles l'avaient bien compris. Plus je réagissais, plus elles appuyaient sur la blessure. La direction nous a grondés. Elles ont été séparées de moi pendant un temps. Mais des petites filles méchantes, ça revient toujours. Alors, pendant des années, j'ai souhaité être un garçon. Ridicule, peut-être. Mais j'avais l'impression que la violence des garçons se réglait vite, physiquement. Avec elles, c'était tout le contraire. Un jeu politique mené contre une gamine de 9 ans. 8 et 9 ans.
J'ai vécu ça comme une guerre d'usure. Elles ont exercé leur art, me piquer en classe avec tout ce qui était pointu, m'envoyer des papiers froissés bourrés d'insultes, me coller des mots qui me rongeaient de l'intérieur. Je lisais des phrases du genre « Tu es tellement moche que tous les garçons te détesteront pour toujours » et mon cœur se déchirait. À 9 ans, ces mots m'ont crevé la poitrine. J'ai éclaté en sanglots, encore et encore. Ma réaction était leur récompense. Elles en riaient, elles en redemandaient. Les profs se sont agacés. D'abord, ils ont tenté d'intervenir, puis ils ont fini par soupirer et continuer leur cours. Ils ont préféré ignorer le caprice quotidien plutôt que de déranger leurs leçons. J'ai appris, en 2 ans, à endurcir mes pleurs. Ça n'a pas été instantané. Il m'a fallu 2 ans pour ne plus me casser en larmes à la première provocation. Mais même quand je tenais bon, il y avait encore des larmes qui perlaient, et ça suffisait à les exciter davantage. Je n'ai jamais compris pourquoi ça leur faisait tant plaisir. Puis, on a grandi, et tout, en vérité, s'est emballé. L'adolescence m'a fauché avec tout ce qu'elle a de pire. Appareil dentaire, posture tordue, acné, une chevelure crépue et abondante qu'on ne savait pas dompter. Il y avait même un duvet sur ma lèvre. Mes parents m'ont offert l'appareil dentaire, mais pour le reste, l'épilation, les soins, ils ont dit que c'était la puberté, point final. Ma mère, Marie-Claude, répétait qu'il ne fallait pas s'affoler. Honnêtement, si elle m'avait laissé m'occuper de mon duvet, peut-être que j'aurais eu un autre rapport à moi-même. Mais elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas su entendre. Jannick, Émilie et Gabrielle ont continué leur rituel pendant mes pires jours. Une fois, quelqu'un m'a donné des chocolats pendant la récréation. J'ai tout mangé, persuadé de n'avoir rien coincé dans mon appareil. Mais il y en avait un petit reste qui s'était accroché. Elle l'avait prévu. Le lendemain, un garçon populaire, Julien, m'a demandé si j'aimais les chocolats. J'ai souri, bêtement, la bouche pleine de chocolat coincé dans mon appareil. On a ri. Tout le monde a ri. Ils ont sorti des appareils photos. Les téléphones venaient juste d'avoir des objectifs. Et ils ont pris des photos. J'ai eu l'impression que ma bouche était un piège lumineux. J'ai nettoyé en silence, comme on m'avait appris, et j'ai pleuré en silence aussi. Les photos sont restées numériques, glissées de main en main, basse résolution, mais humiliantes quand même. Des moments pareils, il y en a eu des tonnes. À l'entrée au secondaire, à l'école secondaire Jean 23, quelque chose a changé. Moi, j'avais appris à ne plus pleurer. J'avais appris à verrouiller mes sanglots. Ils continuaient à me ridiculiser, mais je ne leur donnais plus le spectacle de mes larmes. Les profs, eux, restaient négligents. Leur indifférence m'a déchiré. Mais si je ne pleurais plus, les filles semblaient moins s'en amuser. Elles m'ont laissé tranquille plusieurs jours d'affilée. J'ai été cataloguée la solitaire, la fille bizarre qui dessinait toujours. C'était mieux que d'être lacérée. Elles ont pris d'autres intérêts. Elles sont devenues porteuses de pompons, ont siégé au conseil des élèves, ont été au modèle des Nations Unies. Et moi, j'ai trouvé l'atelier d'art, un refuge d'introvertis. Je n'ai pas fait des flots d'amis, mais je me suis senti à ma place. J'ai appris à ignorer, simplement ignorer. Les adultes te disent ça pour les harceleurs. Ignore-les. Ça paraît bête et facile, mais ça requiert une force que je n'avais pas. Puis il y a eu le projet de groupe. Gabrielle avait un faible pour un garçon. Je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai pas choisi. Le professeur nous a assignés, lui et moi, ensemble. Nous avons bossé au collège après les cours, à la bibliothèque, sur des ordinateurs. Le lendemain, elles m'ont retrouvé. Elles m'ont suivi jusque dans les toilettes des filles.
J'ai senti leurs talons. J'ai entendu le cliquetis des fermetures éclairs. J'ai refermé la porte trop tard. Elles m'ont poussé dans une cabine. J'ai heurté le tuyau derrière la toilette. Le choc m'a coupé le souffle. J'ai essayé de me relever. Gabriel m'a asséné un coup de manuel d'algèbre en plein visage. Un bruit sourd. Le goût du fer dans la bouche. Je me suis mise à crier, à chercher si mon nez était cassé. Elle m'a attrapé par les cheveux, ses doigts serrés comme des pinces. Elle a demandé ce que je faisais avec Antoine. J'ai haleté que c'était un projet, que le prof nous avait mis ensemble. Elle m'a lâché, mais leur rire a rempli les toilettes, aigu, froid. Ce rire, je ne l'avais pas entendu depuis longtemps. Il m'a ramené instantanément à une petite fille en morceaux. J'ai pleuré, comme une mécanique. Pas seulement pour la douleur physique, mais pour l'humiliation, pour la répétition. Elles ont commencé avec leurs phrases. Bien sûr qu'Antoine n'aimerait jamais une fille comme toi. Gabriel a souri. Tu aurais dû savoir que c'était seulement pour l'école. Tu devais apprendre la leçon. Combien c'était drôle de me voir pleurer à nouveau. Jannick est venue me frôler le visage et a craché. Tu pensais qu'on t'avait oublié? On t'a jamais oublié, on avait juste mieux à faire. La prochaine fois que tu t'approches d'un de nos gars, ce sera bien pire. Nos gars. Moi, je ne savais même pas que Gabriel le regardait. Je n'étais qu'une cible. Quelqu'un a fini par ouvrir la porte. Une prof que je n'avais pas rencontrée, Madame Lefebvre. Elle a demandé ce qui se passait. Émilie a prétendu qu'elle m'avait trouvé en larmes et qu'elle voulait m'aider. Elles ont filé. La prof a essayé de me parler, mais je n'ai fait que pleurer. Ça n'en finissait plus. Ma mère est venue me chercher. À la maison, j'ai subi un sermonnage pour avoir provoqué un appel de l'école. J'ai hurlé que j'étais harcelé et qu'on ne faisait rien. Elle ne m'a pas cru. Elle m'a raconté sa jeunesse, comment elle avait été populaire, comme si c'était censé me consoler. Le lendemain, je suis retourné en classe avec des bleus et personne n'a posé de questions. Rien. Le silence me pesait comme une pierre. J'ai supplié la prof de me laisser faire le projet seul. J'ai demandé qu'Antoine soit mis avec un autre groupe. Elle a cédé. Après ça, j'ai évité les garçons à tout prix. Je me suis obstiné à travailler seul, ou seulement avec des filles, si c'était possible. La rumeur a commencé. On murmurait que j'étais lesbienne. Encore une couche de haine gratuite. J'ai appris à ignorer tout le monde, même ceux qui essayaient d'être gentils. Elle m'avait brisé. Peut-être que c'était la faute des autres, ou de ma mère qui n'avait pas su m'écouter. Peu importe. À l'intérieur, j'étais un vase fêlé. Il n'y a pas eu de revanche spectaculaire. Pas de retour triomphal. Désolé si vous attendiez ça. La vie m'a donné autre chose. Pas plus dramatique, mais plus simple. À 18 ans, je suis parti de la maison. J'ai étudié au cégep Dawson à Montréal. J'ai rencontré des gens introvertis, des amis qui n'étaient ni cruels ni spectateurs. J'ai arrêté de me raser conformément aux injonctions. Je me suis rasé où je le voulais. J'ai commencé à me trouver jolie à mes yeux. C'était une petite victoire, presque trop tard, mais réelle. Et les trois, Jannick, Émilie, Gabriel, elles vivent des vies apparemment correctes. Elles ont l'air de s'en sortir. Ce n'est pas la fin que la plupart des histoires d'ados cruels aiment offrir, mais c'est la vérité. Peut-être que le karma les rattrapera. Peut-être pas. Parfois, l'horreur n'a pas de justice spectaculaire. Parfois, l'horreur consiste à savoir que des gens ont pris ton enfance et l'ont piétinée, puis ont continué comme s'il ne s'était rien passé. Et tu apprends à serrer les dents, à respirer, à faire semblant d'être guéri,
alors que quelque chose en toi reste cassé. Et parfois la nuit, quand je repasse devant une vieille salle de bain de l'école, j'entends encore leur rire. Je le sens comme une odeur d'orange rance, comme le métal d'un tuyau contre ma colonne vertébrale. Mon cœur bat encore la même mesure, rapide, sec, affolé. J'ai survécu, mais la cicatrice, elle, a la forme de leur sourire. Je vous le dis tout bas, comme si on était au fond d'un bar désert à minuit. Écoutez le bois qui craque sous nos chaises. Sentez l'air froid qui entre par la porte quand quelqu'un passe. C'est comme ça que je raconte cette histoire, parce que c'était toujours dans le noir, dans le murmure, que tout s'est produit. Ma famille a déménagé par-dessus mon épaule, dans la plus petite ville que j'ai jamais vue, au Québec rural, au beau milieu de ma 2e année du secondaire. Il n'y avait qu'une seule école secondaire. Très vite, on sentait que tout le monde s'y connaissait depuis toujours. Moi, j'émergeais comme un pouce bleu sur une toile grise. J'étais en plein trip punk, tout en noir et cuir. Eux, Jean et Jeanne en jeans, t-shirt délavé, odeur de bois et de terre. Garçons de la ville, Montréal, contre les gars des Laurentides. Je ne pensais pas que ça suffirait à me faire haïr. Dans mes écoles d'avant, en ville, je n'étais pas populaire, mais on ne m'a pas traîné dans la boue sans raison. On se lançait des vannes, oui. La fille populaire ricanait aux autres, oui. Mais jamais rien d'aussi organisé, aussi silencieux. Ici, toute singularité tombait sous le couperet. Et le plus sournois, je n'avais personne à blâmer, personne que je pourrais pointer du doigt en criant la vérité. C'était pire que les coups. C'était un travail d'ombre, une coalition muette. Je vais vous expliquer comment ça a commencé, sans hâte. Quand je sortais d'une classe pour aller aux toilettes, je revenais et mon sac était retourné, tout à l'envers, toutes mes affaires étalées sur le plancher. Je faisais les gros yeux. Je demandais qui avait fait ça. Et on se mettait à rire. Les rires me bouffaient la gorge comme du sucre trop dur. J'ai même questionné notre prof. C'était en espagnol. Donc je m'en souviens bien, mademoiselle Poulain. Et elle m'a répondu qu'elle n'avait rien vu. Mais la leçon continuait. Il ne pouvait pas l'avoir fait. Sans qu'elle regarde, non. Ce jour-là, j'ai ramassé mes affaires et j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai serré les poings dans le fond de mes poches et j'ai essayé de respirer. Quelques jours plus tard, quelqu'un a forcé mon casier, a glissé une petite bombe puante à l'intérieur et a éventré des photos que j'avais accrochées à la porte. L'odeur était aigre, presque organique, un mélange de fromage oublié et de métal chaud. Je n'arrivais pas à croire que personne n'avait vu. Peut-être qu'ils avaient attendu que le couloir se vide. J'ai essayé d'en parler à notre principale, Madame Fréchette. Elle m'a dit d'ignorer ça, que rien de pire ne se passerait. Sa voix était polie, distante, comme si elle donnait une consigne, pas une consolation. Ma mère a trouvé ça étrange, elle aussi, que 2 profs n'aient pas levé le sourcil. Mais je n'étais pas prêt pour qu'elle débarque à l'école et fasse un scandale. Plus tard, on m'a volé ma veste de cuir. J'aurais dû la surveiller après ce qu'ils avaient fait. Mais ce jour-là, il faisait bizarre, chaud puis froid, comme un souffle de fournaise sous la neige. Et je l'ai laissée sur le dossier de ma chaise. Cette veste, c'était 400 $ canadiens, un cadeau de Noël de ma grand-mère. Le cuir sentait encore la cire quand je l'ai acheté. Je faisais une scène, j'ai interrompu le cours de mademoiselle Poulain, j'ai exigé de savoir où elle était. Les autres se sont mis à ricaner, et elle n'a rien fait. « Je suis désolée », a-t-elle marmonné,
Mais si tu ne sais pas qui, quand et comment, tu l'as sans doute perdu toi-même. J'étais sonné. Je n'allais pas laisser tomber. Je suis allé droit à la directrice adjointe. Elle était occupée, m'a-t-on dit. J'ai répété l'histoire. Vol, photos détruites, bombes puantes. Et encore une fois, cette réaction d'adulte glacé, soit indifférent, soit dressé pour ne plus regarder. La directrice adjointe m'a regardé comme on regarde un problème administratif. « Qui l'a prise ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas, ai-je répondu. « Alors peut-être que tu l'as perdue ?» a-t-elle offert. Le mot m'a frappé comme une main sur la nuque. J'ai répété que non, que je l'avais laissé sur le dossier de ma chaise, et je suis monté parler à mademoiselle Poulain de la structure des phrases, parce que j'ai tenté, idiot que j'étais, de redevenir normal. Quand je suis revenu à ma place, la veste avait disparu. La directrice adjointe a répété le même discours. Rien à faire si tu n'as pas de nom. Point final. J'ai appelé ma mère. J'avais déjà le téléphone serré comme une bouée. La veste, c'était tout. J'étais prêt à implorer. Et quand je suis revenu en classe, la veste était là, posée sur le dossier, comme si rien n'était arrivé. On riait. On m'avait bien eu. J'ai senti le visage me brûler, les oreilles me bourdonner, comme si mes veines se remplissaient de petits coups. J'avais la sensation d'être gazé, non pas avec des produits, mais avec la certitude que mes yeux me trompaient. Mademoiselle Poulain faisait semblant de rien. J'ai repris ma veste. Je me suis assis, la mâchoire serrée, essayant de contrôler la rage qui battait contre mes côtes, comme un oiseau pris dans un piège. Et ça continuait. Après l'éducation physique, sous la douche, j'ai terminé. J'ai tendu la serviette autour de la taille et plus de vêtements. Vidé. J'ai fouillé le vestiaire avec la serviette serrée. J'ai marché pieds nus sur un sol froid, humide, la douche goûtant dans mon dos, et tout le monde regardait. Ils attendaient. Le cœur me cognait sous la gorge. On l'entendait presque. J'entendais mon propre sang. Un gros type du football, Jean-François, m'a parlé, voix lourde, regard déplacé. « T'es perdu? Tu cherches de quelque chose ?» J'ai ignoré. Il a insisté. « Tu veux emprunter des fringues ?» J'ai redressé les épaules et dit oui. Il a soupiré, tout un cinéma, a prétendu que ses affaires restaient dans un autre casier. Je savais son jeu. Je lui ai demandé d'aller les chercher. Il a ri. Il m'a donné un numéro de casier et un code. Ou plutôt, il l'a fait semblant. J'ai essayé d'ouvrir, comme un con, et bien sûr, la serrure ne s'est pas ouverte. J'approchais de la panique, de l'humiliation nue, et soudain le directeur m'a appelé par mon nom dans le couloir. « Pourquoi es-tu à moitié nu au milieu du corridor ?» a-t-il tonné. J'ai essayé d'expliquer, mais il n'écoutait pas. Peut-être que le comportement des grandes villes est différent, mais ici, on a des règles, a-t-il dit. Un mot, 2 mots, et j'ai craqué. J'ai crié que des élèves m'avaient volé mes vêtements, et je l'ai invité à venir avec moi, aux douches, pour vérifier. C'est pathétique, non ? Comme si le monde entier participait à un théâtre où j'étais le bouc émissaire. Devinez quoi ? Mes vêtements étaient sur le banc, exactement là où je les avais laissés. J'ai pleuré, en public, un filet d'eau dans un visage rouge, et le directeur, il m'a collé une retenue, pas eux, moi qui avais subi l'humiliation. On m'a donné une sanction, tandis que la colle silencieuse de l'indifférence tenait tout le reste. Après ça, je suis devenu vigilant comme un animal blessé. J'ai fermé mes affaires à clé, j'ai pris l'habitude de tout surveiller. Pendant des jours, rien. Et j'ai eu une idée.
Si je pouvais les attraper en flagrant délit, alors je pourrais les dénoncer. J'ai fait semblant d'être négligé. Une fois, j'ai laissé mon casier entrouvert. Je me suis planqué dans les toilettes d'en face, caché derrière la porte. J'ai respiré la vapeur, j'ai attendu. Personne n'est venu. La classe a repris et j'ai regagné mes forces, en apparence calme. Puis j'ai tenté quelque chose de plus risqué. À la pause du midi, j'ai mangé où tout le monde s'asseyait. Il n'y avait pas de cafétéria à l'américaine? Non, mais des tables dehors, des bancs couverts, des plantes qui faisaient des rideaux. J'ai feint un appel, j'ai laissé mon sac et mon plateau. J'ai tourné le dos à la nourriture et je me suis déplacé près des fenêtres pour mieux voir. Mon cœur tambourinait comme si quelqu'un lui marchait dessus. J'ai observé la surface comme on surveille une eau trouble. Et enfin, je les ai vus. Jean-François et 4 autres, Marc, Jérôme, Zach et Maxime. Ils se sont approchés de ma table, discrets comme des corbeaux. J'ai attendu, la respiration contenue, les doigts glacés autour du téléphone factice. Je les ai vus glisser une bouteille dans le contenu de mon assiette. Ma main a tremblé. J'ai vécu 1000 nuits d'angoisse en une seconde. Et là, miracle ou hasard, mademoiselle Poulain est passée. J'ai foncé vers elle, j'ai attrapé son bras, j'ai crié « Ils mettent quelque chose dans ma nourriture ». Je me rappelle le goût du fer dans ma bouche, le bruit de mes cris, le silence qui s'est abattu sur eux comme un drap. Ils ont paru stupéfaits. Elle a vu la bouteille. Elle s'est approchée, leur a demandé de la lui remettre. Jean-François a tenté de minimiser, de jouer l'innocence, mais j'ai insisté. Je leur ai décrit tout, la bombe puante, la veste, les douches. Ils ont fini par la donner. La bouteille sentait le médicament fort, piquant. C'était un laxatif concentré, pas très original, mais suffisant. Enfin, la preuve. Mademoiselle Poulain a dit « Suivez-moi au bureau du directeur ». Et j'y suis allé, le corps tout serré, le soulagement brûlant comme de l'alcool. Assis face au directeur, j'ai vidé mon sac. J'ai tout balancé, sans haine mal placée, juste la vérité froide. Le directeur a questionné les 5. Ils ont marmonné des noms, puis des oui, des demi-mots. On a appelé les parents de chacun. Il y a eu des réunions, des téléphones, des visages qui se sont crispés. J'ai raconté tout à mes parents aussi. Je n'ai pas dit que c'était un plan. Je ne voulais pas qu'on pense que j'avais provoqué ça. Mais je leur ai livré tout le reste. Ma mère a fait un drame, a sonné comme une sirène. Ce week-end-là, mon cœur s'est enfin allégé. La retenue m'a été retirée. J'ai dormi comme un humain. Et puis le silence. Après l'orage, le vide. Soudain, personne ne voulait me regarder. Les profs, toujours distants, n'avaient pas changé. Mais les élèves, ils m'ignoraient. À l'éducation physique, on ne me passait plus la balle. On ne lançait plus de regards accusateurs, non. On faisait comme si j'étais de l'air. Après l'école, je suis resté en arrière pour discuter avec une prof de boulot. Et quand j'ai traversé le couloir, j'ai aperçu les 5. J'ai failli trébucher. Ils sont entrés dans la salle de retenue sans un mot. Ils ne m'ont pas regardé une seule seconde. C'était comme si j'avais cessé d'exister. Le plus terrible, c'était l'effroi que je sentais monter. Parce que la violence visible, les moqueries, ça fait mal, mais on peut s'y préparer. Le silence, lui, il ronge de l'intérieur. Il creusait un trou dans ma poitrine. J'ai passé 1 mois à attendre que quelque chose éclate, n'importe quoi, une insulte, une gifle, un rire. Rien. J'ai tendu la main vers les autres. Ils l'ont laissé retomber comme du bois mort. J'ai essayé de parler. Personne ne répondait. Invisible, mis à l'écart. Une condamnation sans jugement. J'ai envisagé ce que cela signifierait de rester 2 années de plus
à subir ce vide. 2 autres années où l'on te renie sans cérémonie. Mes parents ont pris les choses en main. Ils ont trouvé une école privée à 1 heure de route de notre village, près de la ville de Québec. Ils ont proposé de payer le trajet si j'acceptais le commute. J'ai dit oui, sans hésiter. Quitte à me battre avec la fatigue, au moins je sortirais de ce tombeau social. Là-bas, je n'ai pas transformé ma vie sociale en conte de fées. Non, mais je n'étais plus un paria. Je n'étais ni populaire, ni invisible. Je respirais. Aujourd'hui, parfois, j'entends le silence. C'est une peur qui me colle encore à la peau. Un long blanc dans une conversation, un regard détourné dans un couloir, et mon estomac se noue. J'ai compris que la cruauté peut prendre la forme d'une horde qui travaille en réseau, ou la forme d'une absence qui tue. J'ai appris aussi que la pire chose, c'est quand les adultes regardent ailleurs. Le pire, c'est d'avoir été à la fois humilié, ignoré et poussé à douter de sa propre réalité. Tant que mes mains tiennent une veste et que mon cœur bat, je me souviens. Et je chuchote, ici, pour que quelqu'un entende. N'ignorez jamais le silence. Il a parfois les griffes les plus longues. Je n'oublierai jamais comment ça a commencé. Pas quand j'étais tout petit. J'avais un meilleur ami. Il s'appelait Jean-François. Pendant un temps, tout était parfait. À la maison, je n'avais jamais eu vraiment de liberté. Mes parents étaient stricts, tu vois. Mon père, il avait fait carrière dans les forces canadiennes. La discipline, c'était son langage. Ma mère suivait le mouvement. Alors moi, souvent, je me sentais seul, perdu dans le bruit des consignes, dans l'odeur des bottes, dans le tic-tac d'un foyer trop bien ordonné. Puis j'ai rencontré Jean-François. Avec un père militaire, lui aussi, il avait bougé partout. C'était mon voisin dans le quartier Sainte-Foy. Il m'a pris sous son aile, comme on attrape un oiseau tombé du nid. On est devenus presque tout de suite collés l'un à l'autre. Il avait l'air tellement libre. Ses parents le laissaient sortir quand il voulait, où il voulait. Et nous, on avait 14 ans. On débarquait en première, année au au secondaire, à Montréal. Il m'a ouvert des portes sur des choses que mes parents n'auraient jamais approuvées. J'étais curieux. J'ai foncé. Au début, c'était excitant. La sensation du soir, les odeurs de rue et de sauce à poutine, la ville qui respirait. Mais j'ai mis du temps à comprendre que quelque chose clochait chez lui. À l'école, on s'asseyait au même endroit chaque jour. Même groupe, même tête. Jean-François, il était un peu le chef. Les autres le suivaient. La première fois que ça m'a glacé, c'est après un projet en classe. J'avais rencontré un type du club d'échecs. Il parlait de musique, de films, de livres que je ne connaissais pas. Moi, j'étais avide. On a commencé à jaser dans la cafétéria pendant la récréation. Il parlait, je buvais ses mots. Je sentais mon cœur battre vite, un bourdonnement chaud dans les tempes. Soudain, j'ai senti une traction dans mon chandail. Quelqu'un m'attrapait par l'épaule. Je me suis retourné. Le visage de Jean-François était noir. Il m'a fusillé du regard et m'a demandé ce que je foutais avec ce type, ce petit nul. Le gars du club d'échecs, il a eu l'air sonné, un peu effrayé. Moi, j'étais partagé entre honte et incompréhension. Jean-François m'a entraîné de force vers notre table, sans un mot de plus. La récréation a continué comme si de rien n'était, mais moi, j'avais le cœur qui cognait contre ma cage thoracique comme un tambour sourd. Quand on a été seul, je l'ai affronté, timidement. « Pourquoi tu m'as tiré comme ça ?» Il a sorti un discours geuséré, une phrase qui revenait sans cesse. « Fais attention avec qui tu traînes.
Tu ne peux pas te montrer avec des moins que rien. Si je te vois traîner avec ces types, t'es plus mon ami. » C'était une menace déguisée en amitié. À 14 ans, perdre son ami, c'était impensable. J'avais passé des années sans personne sur qui compter. Alors j'ai fermé ma bouche et j'ai obéi. J'ai arrêté de parler au gars des échecs. J'ai senti une petite victoire de lui et une défaite qui m'a rongé. Quelques semaines après, il m'a invité chez lui, sur le plateau Mont-Royal, pour regarder la télé et jouer. Il y avait 2 filles, des filles de l'école. Première fois que je me retrouvais si proche de 2 filles, dans un salon, dans la pénombre, avec l'odeur du pop-corn rance qui flottait. J'ai demandé ce qu'on regardait. Jean-François a mis un film, pas pour nous. C'était cru, c'était sale. Les filles ne disaient rien. Elles avaient l'air coincées entre curiosité et malaise. Puis, au milieu de tout ça, il m'a appelé dans la cuisine. Il m'a dit qu'il allait dans sa chambre embrasser une des filles. J'ai répondu que j'étais crevé et que je voulais rentrer. Il a eu ce regard encore, celui qui fermait toutes les portes. Il m'a dit « Tu ne pars pas, tu restes, et tu vas embrasser l'autre fille, là, maintenant. » J'ai dit non. J'ai dit non à voix basse, puis plus fort. J'avais 14 ans, le sang chaud, mais pas cette envie. Il m'a posé un choix. Tu le fais, ou je te jette dehors de mon monde. Et il a ajouté qu'il ne plaisantait pas. J'ai cédé. La fille avait l'air partagée, prête à participer pour ne pas se faire remarquer. Nos lèvres se sont touchées. C'était mon premier baiser. Mais pas comme dans les films, pas dans la douceur. Le goût du métal m'a envahi et la pièce semblait se rétrécir jusqu'à avaler ma respiration. Jean-François me regardait, commandeur sur son trône. Puis il est parti avec l'autre fille dans l'autre pièce. J'ai reculé. La fille a dit qu'elle voulait partir aussi. On n'a jamais reparlé après. Mais Jean-François, lui, a raconté tout ça comme si j'étais un héros. Devant les autres gars du groupe, il a exagéré, mis en scène. J'ai souri, mais j'étais vide. Petit à petit, la domination n'a plus demandé de promesses. Elle s'est faite violente. D'abord, des coups amenés comme des plaisanteries. Un coup d'épaule qui blessait plus qu'il ne jouait, une tape à l'arrière de la tête quand je traînais, des coups de pied dans les tibias. Les demandes, elles, ont monté d'un cran. Il m'a fait piquer une bouteille de vodka au dépanneur. Des choses qu'on ne devrait pas faire, que moi, je savais fausses, et que j'ai quand même faites. J'étais loin d'être un ange, je le sais bien. Mais il y avait quelque chose, un voile, une transe dans laquelle je me retrouvais et dont je ne pouvais pas m'extraire. Une fois, il m'a ordonné d'arracher la jupe d'une fille au milieu de la cour. J'ai obéi, stupide, en espérant peut-être me faire engueuler, me faire punir. Si mon père avait su, il m'aurait enfermé jusqu'à mes 18 ans peut-être. Je voulais, d'une façon malade, qu'on me sorte de cette emprise. Mais personne n'a vu. Aucun professeur n'a relevé. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit qu'il avait parlé à la fille et qu'elle avait compris. « T'inquiète », qu'il m'a dit, « si on est une équipe, rien ne nous arrêtera. » Je me suis forcé à sourire. À l'intérieur, j'étais en morceaux. Les coups ont empiré. Quand j'ai commencé à dire non, il frappait plus fort. La violence devenait rituelle quand personne ne regardait. Un soir, il a proposé qu'on vole une voiture pour faire un tour. J'ai dit non, catégorique. On avait 15 ans. Je savais que si quelque chose tournait mal, je serais celui qui conduirait et qui paierait. J'en pouvais plus de sa tyrannie. Il a commencé à frapper, comme d'habitude. Il m'a bousculé,
donner des coups de pied. Je me suis recroquevillé instinctivement pour me protéger, mais ses mains ne s'arrêtaient pas. Il a pété un câble, et je me suis pris une raclée en règle. Je ne sais plus combien de coups j'ai encaissés. Mon corps a cogné les murs, les poings ont mouillé mes vêtements. Ça a continué jusqu'à ce qu'une voix étrangère perçant la nuit. Des gars dans une camionnette garée près de là ont hurlé, ils nous ont appelés, et ça l'a fait s'enfuir. Il est parti comme une ombre. Moi, j'étais étourdi, contusionné. J'ai réussi à rentrer chez moi. Le matin suivant, j'ai été à l'école, la tête basse, avec des traces sur le visage. Les profs ont vu. Ils ont lu la violence sur mes traits. Mon professeur principal m'a emmené chez le directeur. Je me suis laissé faire. Je ne voulais pas croiser Jean-François. Je l'ai vu une dernière fois, de côté, bras croisés, pendant que je marchais vers le bureau du directeur. Son regard m'a brûlé. L'école a appelé mes parents. J'ai souri en pensant à la scène qui allait arriver. Le directeur, M. Gagnon, et la conseillère d'orientation ont parlé au téléphone avec mon père. Ils ont brandi des mots lourds. On allait contacter la DPJ, la Sûreté du Québec, parler d'arrestation. Ma mère a commencé à pleurer. Et là, tout est sorti de moi. La façade a craqué. J'ai tout dit. J'ai raconté comment je me suis senti, comment j'avais été poussé, frappé, humilié. J'ai craqué, j'ai pleuré comme un garçon qui avait trop attendu pour demander de l'aide. On a terminé la réunion. Je suis rentré à la maison pour la journée. Je m'attendais à me prendre la foudre de mon père. Mais quelque chose d'étrange s'est passé. Il est venu dans ma chambre, juste lui et moi. Il a écouté sans son ton militaire. Il m'a pris dans ses bras, maladroitement, mais sincèrement. J'ai senti son odeur de cuir et d'eau de Cologne bon marché. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Pour la première fois, je me suis senti compris. Il m'a dit que je n'avais plus à m'inquiéter de Jean-François, que cette histoire, c'était fini. On a déménagé, nouvelle affectation, la BFC Valcartier, ils ont dit. Quand on m'a annoncé ça, j'ai eu l'impression qu'on m'avait libéré d'une prison qu'on portait sur le dos depuis des années. J'ai quitté cette école sans dire au revoir à personne. Je n'ai serré la main de personne. Je suis parti avec mes blessures et ma honte, mais aussi avec un soulagement immense, sourd, comme le silence après une tempête. Aujourd'hui encore, parfois la nuit, je revis ces moments. Le froid dans la cafétéria, le parfum du salon du plateau, la cruauté ordinaire d'un ami qui m'a volé mon adolescence. Mon cœur se serre. Je sens ma respiration qui devient un peu trop courte, et la peur revient, sourde. Je n'ai plus revu Jean-François depuis ce départ. Je ne pense pas vouloir le revoir. Alors, adieu, Jean-François. J'espère ne jamais te recroiser. Je ne dis pas ça comme une victoire, juste comme une survivance. Mon corps s'est remis, mais certaines cicatrices restent derrière la peau. Elles ont la forme de regards, de menaces, du goût de métal dans la bouche. Elles viennent quand j'entends un rire trop fort, quand une main se pose sur mon épaule sans douceur. Elles reviennent comme un écho. Alors je le dis encore une fois, à mi-voix, comme si j'étais dans un bar sombre, en train de chuchoter à un copain. Au revoir, Jean-François. Ne reviens jamais.